Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Paydopso, comment allez-vous? Très bien, on n'est plus que deux. Hein. Oui. Je veux inquiéter personne, mais D'ailleurs, vous pouvez déposer votre candidature par mail, podcast@lasueur.com. On cherche un remplaçant. Bien. Alors, donc vous pouvez nous poser des questions en commentaire sur la vidéo YouTube ou alors, si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, au-delà bien évidemment de lâcher les 5 étoiles, vous pouvez envoyer les questions sur podcast@lasueur.com ou alors @lasueur sur Instagram par DM et on y répond avec plaisir dans le podcast. Aujourd'hui, mon cher Polydamso, la première question que nous avons reçue dans un podcast précédent, c'était, je récupère ça, une question qui nous vient tout droit de YouTube, de Roger A. Pour vous, quel est le combattant le plus sous-coté dans la catégorie lightweight et généralement en MMA? Pour Roger A, c'est Islam Makhachev. ouais, carrément, Islam Makhachev, d'une certaine manière, il est sous-coté parce qu'il a une... parce que... Enfin, c'est sous-coté... Tout le monde s'accorde à dire qu'il a des skills de ouf, hein, c'est pas le problème qu'il est sous-coté au niveau de ses skills, mais il n'a pas une attention médiatique qui est, on va dire, proportionnelle à ce qu'il montre dans la cage. Encore que, depuis quelques combats maintenant, l'intention commence à monter à propos de lui, et je pense que si l'événement, je touche du bois, est gardé là où il doit combattre sur la même carte que Khabib, il me semble, Complètement, UFC 240. contre Grégor Gillespie. S'il gagne contre Grégor Gillespie et qui s'illustre particulièrement sur une carte qui sera beaucoup regardée, et ce d'autant plus dans le contexte actuel qui va être fortement regardé, je pense, bah, là il pourra avoir l'intention médiatique. Donc certes il est sous-coté, mais c'est en passe de changer, je pense. C'est en passe de changer. Après, moi, à brûle-pourpoint sur qui est sous-coté dans la catégorie lightweight, moi, je pense que pas Islam Makhachev, évidemment Islam Makhachev, mais genre, je vais surprendre tout le monde, hein, Islam Makhachev. Non, je pense Carlos Diego Ferreira, le premier qui me vient en tête comme ça, qui, à mon avis, sur les derniers combats, ce qu'il a montré dans la cage, l'efficacité qu'il a et le fait est que c'est un mec, pour moi, il a un peu le même parcours que Rafael Dos Anjos, à savoir qu'il a eu un début de carrière pas super tonitruant à l'UFC. C'était un énième Brazilian Jiu-Jitsu guy, tu vois, du Brésil qui arrivait, qui était certes athlétique, certes qui en voulait, certes qui avait un bon sol, mais qui avait pas tout ça ensemble, quoi, qui était pas encore un produit fini. Et il s'est pris, je crois, un énorme KO contre Dustin Poirier, donc du coup, ça l'avait un peu déraillé, en fait, d'une certaine manière. Mais là, il s'est réinventé, et je trouve qu'en termes de striking, il s'est beaucoup amélioré sur ses derniers combats. Comme Rafael Dos Anjos, il a un style de pression et d'agression, mais avant il était un peu foufou, quoi. Il rentrait dedans et il s'ouvrait beaucoup au contre. Là il commence à devenir vraiment intelligent, et son combat, par exemple, moi personnellement, le combat qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est son combat contre Marbek Tessoumov. Marbek Tessoumov, c'était un mec 242 à Abu Dhabi, c'était folie. Marbek Tessoumov, c'est un mec qui fait pas du tout rigoler, quoi, qui est bon. Personne voulait l'affronter. Personne voulait l'affronter parce que c'est un gars qui cogne dur, et surtout il sait cogner en reculant, Marbek Tessoumov, hein, il est capable de faire ça. Et il s'est fait manger par Diego Ferreira. Et c'est le mot, hein. Il a vraiment pas existé. Et au fil des rounds, la domination s'accentuait. Enfin, c'était vraiment. D'abord, c'était sans fin pour le coup. Il l'a asphyxié. Donc franchement, sortir ça contre Marbek Tessoumov, c'est vraiment pas mal. Et il a concrétisé en soumettant Anthony Pettis, qui est très très dur de soumettre Anthony Pettis. Et pareil, toujours pareil, en le brisant aussi mentalement, mine de rien. Ouais, avec ce style de pression et tout. Donc c'est un mec qui est intelligent. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. Je suis dégoûté parce qu'il devait combattre Islam Makhachev. Je sais pas pourquoi ça s'est pas fait, mais j'aurais adoré voir ce combat parce que je pense que ça aurait vraiment donné du fil à retordre. Je pense que l'UFC milque un peu le truc, tu vois. Ouais. Je pense qu'à mon avis, ils ont cette stratégie aujourd'hui de se dire, bon bah, les mecs sont justement un petit peu sous les radars pour le moment, tu vois, ils ont 2 belles victoires et ensuite on les met main event d'un Fight Night, tu vois. Ouais, ce serait cool, ce serait vraiment cool, parce que là, pour le coup, c'est intéressant, tu vois, ce qu'il amène sur la table. Et donc franchement, je ne saurais que trop recommander de regarder ses derniers combats.
À partir de Rustam Khabilov, je pense que c'est là où il a fait le tournant. Quand il a battu Rustam Khabilov, vraiment. Parce que, encore une fois, avancer sur un mec, Rustam Khabilov, c'est un excellent lutteur, et ben il lui a mis la pression et il n'avait pas peur d'avancer contre lui. Donc c'est très très intéressant à regarder. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les lightweight. Pour moi, en MMA, globalement, c'est bien évidemment Douglas Lima, le champion welterweight du Bellator, qui a remporté le tournoi, un tournoi de tueur à gages littéralement, où il s'est quand même farci Koreshkov par KO. Ensuite, Michael Venom Page pour une première défaite en carrière pour Michael Venom Page. Et en finale, il a battu, là, sans aucun doute, sans contestation aucune, Rory McDonald. Rory McDonald complètement par décision unanime. Et là, il s'apprête à monter chez les middleweight pour affronter Gegard Moussassi. Ça reste au Bellator. Et c'est un peu ça, on va dire, pour moi, c'est s'il était à l'UFC, là, ça fera un petit moment, tu vois, qu'on parlerait vraiment de lui. Là, il arrive au Bellator. Enfin, il est au Bellator. Il va tenter l'opération de Chep-Chep que Rory McDonald n'a pas réussi face à Moussassi. Mais là, c'est pareil, c'est la ceinture vacante parce que Lovato a des problèmes de santé. C'est Moussassi qui est plus, je vais pas dire le grand Moussassi, mais voilà, tu vois, qui reste lui aussi. Là, on parle plus trop de lui depuis qu'il est au Bellator. Donc, ça sera un superbe accomplissement. Nous, on va en parler, on va être au courant, on va s'envoyer des DMs comme on le fait si souvent quand il y a des combats comme ça. Mais après, j'ai toujours un peu peur pour s'il arrive à faire ça, qui serait un exploit gigantesque, vraiment, bah, ça reste quelque chose d'assez confidentiel, mine de rien. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, Douglas Lima, c'est l'un des top mondial vraiment de cette catégorie welterweight. Ouais, c'est clair. Bon, bah, ouais, peut-être même top 3, j'ai envie de dire. Enfin, franchement, il est vraiment très, très, très bon. Bah, honnêtement, moi, je lui donne une chance contre beaucoup de gens à l'UFC. Enfin, il a pas à rougir. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré, surtout sur ses dernières performances, sur ses derniers combats. Ouais, pareil, le fait qu'il ait battu, qu'il ait gagné ses revanches contre Koreshkov et qu'il les ait gagnés vraiment clairement, parce que le premier combat, il s'était fait un peu dépassé en lutte, et là, il a vraiment il a apporté les ajustements, et il est létal maintenant. Il laisse pas beaucoup d'ouverture à ses adversaires. Et même contre McDonald aussi. Contre McDonald, il a su s'adapter. Donc battre Moussassi, pour moi, bah, je te suis, ce serait une énorme confirmation, parce que battre Moussassi, c'est pas une mince affaire, surtout dans une catégorie, enfin c'est pas sa catégorie, et Moussassi c'est un excellent grappleur, donc s'il arrive à battre Moussassi à ce niveau-là, ça veut dire qu'il serait capable de vraiment contrer les gros grappleurs, et donc ce serait très intéressant. Moi, je serais très, très, très curieux de le voir à l'UFC, c'est vrai. Ouais. Et puis surtout, en plus, pour être complet sur Douglas Lima, sur la dernière année, il a battu des adversaires qui avaient des styles différents. Donc là aussi, tu vois, on peut pas dire, bon bah ok, c'est le mec qui a été que contre des strikers. Là, justement, comme tu l'as dit, mon cher Polydamso, c'est vrai que bah voilà, sa kryptonite, tu as l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, il a réussi à vaincre ça. Il est vraiment complet. Il est chez American Top Team. Et surtout, et pour moi, c'est bon, ça pourrait être plus compliqué à l'UFC parce qu'on sait que le Bellator, justement, ils font souvent leurs combats dans des réserves américaines. Les règles, tout ce qui est, on va dire, USADA, même intraveineux, ne sont pas forcément appliquées. Mais il est, pour un welterweight, il est énorme. Ouais. Et voir un mec comme ça à l'UFC contre un Kamaru Usman, qui est aussi un phénomène physique, mais avec tous les trucs qu'il y a à l'UFC, moi, je serais très, très, très curieux de le voir, justement, en welterweight à l'UFC, de se dire, bon, bah, ok, effectivement, il fait tout dans les règles. Bah, bon, on va dire qu'il fait tout dans les règles, mais on va dire les trucs quand tu fais les intraveineuses. Hypothétiquement, ouais, Exactement. Quand tu fais les intraveineuses, par exemple, c'est pas concrètement, c'est pas spécialement du dopage. On en avait parlé avec Nicolas Haute. Tous les combattants le faisaient, mais c'est un avantage non négligeable quand on fait du weight cutting. Et s'il arrive à perdre autant de poids sans IV, bah le mec à l'UFC, je pense que ça peut être monstrueux. Et vraiment, voilà, Douglas Lima, il est encore jeune en plus, enfin, relativement, pour un combattant de MMA. Donc bref, voilà. Et vous, mon cher Polydomso? Bah, moi, après, encore une fois, c'est toujours le problème que j'ai avec sous-côté, parce que je pense qu'il y a sous-côté par rapport au skill et sous-côté par rapport à l'intention qu'on témoigne. Et là, pareil, la première idée qui me vient en tête, c'est Kamaru Usman, qui, à mon sens, personne ne le sous-estime au niveau de ses skills, ça c'est clair. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un très très bon combattant, un excellent combattant. Mais concrètement, il a battu Tyron Woodley et Colby Covington. C'est une énorme performance quand on réfléchit le momentum qu'avaient ces deux combattants à ce moment-là. Donc je trouve personnellement, mais c'est un ressenti, un personnel, qu'il n'a pas l'intention qu'il mérite. Et donc de ce fait, quand on parle de combattants sous-cotés injustement, bah, c'est un des premiers noms qui me vient en tête. Parce qu'au niveau des skills, encore une fois,
Je sais pas, moi, le combat, en plus, on peut même pas lui reprocher d'être chiant parce que le combat contre Colby Covington, c'était une guerre super jouissive à regarder, donc je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a si peu d'intention autour de ce mec-là, c'est regrettable. C'est Eh regrettable. oui, bah oui, bah, il peut ouais. C'est terrible. C'est vrai que pour Kamaru Usman, il y a pas vraiment d'explication. Peut-être qu'il force un petit peu trop aussi. Un peu comme Tyron Woodley, on se souvient quand C'est- il était champion, il y avait aucune traction. Et pareil, Tyrone Woodley, dans un sens aussi, c'était un peu le truc. Quand tu regardais son run en termes en tant que champion des welterweight, tu comprenais pas trop en fait le décalage qu'il y avait entre son run en tant que champion. Mais bon, après c'est peut-être le fait de passer à travers des champions qui ont été beaucoup appréciés, comme Georges Saint-Pierre et Robbie Lawler. Ouais. C'est des mecs qui ont eu tout de suite une énorme fanbase et je pense que c'est difficile de reprendre le flambeau derrière, pas Mhm. en termes de skill, hein, c'est juste en termes de popularité, quoi. C'est tout. Exactement. Exactement. Maintenant, nous allons passer à une question de S. Diakité. Question, pourquoi selon vous on ne trouve pas de grands champions de judo s'illustrer en MMA? Et pourquoi, à part Rousey, la plupart des gros judokas lombards, Sokoju, Nakamura, ont-ils abandonné leur style initial pour tomber in love avec le striking brawl? C'est aussi incompréhensible que dommage, car vu notre vivier en France, cela pourrait être une véritable option pour beaucoup d'athlètes. Avant que notre cher Polydomso réponde, pour juste la question française, bah, c'était évidemment dû aussi à la légalisation du MMA et le fait que le judo ne soit pas très favorable à l'arrivée du MMA en France, où beaucoup d'athlètes n'ont pas eu justement, n'ont pas pu bénéficier de cette option à la fin de leur carrière de judo, qui est, on va dire, environ à 30 ans, et où aux États-Unis, ils peuvent directement faire la transition, et où en France, on leur disait plus ou moins gentiment que c'était pas forcément une Non, mais bonne. attends, c'était même pire que ça. Pendant une période, il me semble que tu étais viré de la Fédé Ah oui, si tu non, faisais un t'avais combat complètement. de MMA, quoi. Donc, ils avaient le couteau sous la gorge à ce J'étais un niveau-là, peu hein. plus sympa, moi, voilà, faut Mais le non, dire. mais Non, c'est faut clair, redire les choses complètement. telles qu'elles étaient, Et quoi. les gens doivent savoir. Ouais, exactement. Alors, mon cher Polydomso, pourquoi? Alors, moi, je ne cache pas que je connais très très mal les règles de compétition de judo, parce que c'est pas un sport que je suis beaucoup, hélas, hélas. Je le regrette. Et parce qu'en fait, tout s'explique, à mon avis, par le format de la compétition. C'est-à-dire, chaque habitude, chaque faiblesse d'un style de combat s'explique vraiment par les règles dans lesquelles il va s'entraîner en vue d'une compétition Mhm. sportive. L'exemple type, c'est tu prends un mec qui vient du Kyoku. La règle du Kyokushin, c'est que tu frappes pas au visage avec les poings, avec les poings. Tu peux frapper au visage avec les pieds, tu peux mettre KO avec les pieds. Donc généralement, c'est des mecs qui sont assez durs mentalement, qui ont des super coups de pied, mais qui sont pas top en déplacement et qui n'ont pas une super anglaise s'ils font pas un travail d'anglaise à côté pour combler leurs lacunes. Et donc, chaque force d'art martial ou de ton style de base va s'expliquer à travers le cadre et le format des règles. Moi, je pense, après, je connais mal et je vais m'en référer à Guillaume, mais je pense qu'une des raisons qui fait que la transition se fait avec moins de succès, c'est que les règles, on va dire, peut-être de compétition sportive du judo ne permettent pas une bonne transition en fait dans un contexte plus libre tel que celui du MMA. Mais après, Complètement. c'est juste mon idée première comme ça qui me vient à l'esprit. Et vous avez entièrement raison, mon cher Polydomso. Et c'est vrai que de toute façon, quand on regarde les exemples, il y a évidemment Ronda Rousey et aujourd'hui Kayla Harrison qui ont vraiment réussi. Pour Satoshi Ishii, ça avait été beaucoup plus compliqué, lui aussi médaillé d'or olympique. Et c'est vrai que ouais, quand on regarde les différences entre, à part si on est, je pense, selon moi, un véritable phénomène physique comme Teddy Riner et dans une catégorie comme les lourds où il y a quand même de la place, c'est extrêmement compliqué de se dire, bah, on va être dans des règles où les combats sont beaucoup plus court, beaucoup plus haché aussi par les conditions d'arbitrage, et où vous faites quand même, hein, on ne va pas se cacher, quand vous faites du judo en compétition, c'est extrêmement rare qu'il y ait on va dire, il n'y a pas de prime à la créativité. Donc forcément, vous êtes dans un truc qui est extrêmement cadré, et vous faites ça, bah, je sais pas moi, 20 ans de votre vie, c'est ça. Donc ensuite, vous êtes dans un sport comme le MMA où il y a bah, énormément à travailler, il faut être beaucoup plus explosif, beaucoup plus endurant, et clairement, vous pouvez jamais vous reposer sur une décision d'arbitre qui va dire bon bah je vais pénaliser machin, je vais lui donner une pénalité, et vous n'avez pas, on va dire, vous avez juste à tenir les positions pour réussir à gagner. Et moi, je pense que c'est vraiment ce qui fait que quand les mecs font leur transition en MMA, ça devient beaucoup plus compliqué. On l'a vu avec Rousey. On va pas dire que c'était un one trick pony, c'est un petit peu dur ce que je veux dire, mais quand
quand le jeu l'a un petit peu rattrapé ou qu'il y a eu un style qui était face à elle et que les filles ont tout simplement progressé, c'était beaucoup plus dur. Et pour les judokas qui font cette transition-là, on l'a vu à chaque fois, ils se sont heurtés. Enfin, bien évidemment, vous êtes un top mondial en judo, bah, vous allez pouvoir cartonner dans les ligues régionales. Mais dès que vous arrivez à l'UFC, que vous dites bah, je vais être champion, soit vous êtes une Kayla Harrison ou une Ronda Rousey dans des ligues qui sont, on va dire, bah, où il y a pas un Peu de gros niveau compétition, ou peu de ouais. compétition exactement, ou alors vous très rapidement, vous allez vous faire un petit peu manger par le jeu, sauf si vous travaillez énormément. Et pour l'instant, c'est vrai, on n'a pas eu de grand champion de judo qui a réussi à faire cette transition-là. Et j'ajouterais, mon cher Polydomso, qu'à la différence de la lutte, où par contre, là, les mecs excellent, c'est vrai qu'on va dire le sport est incomplètement différent et ça aide, enfin, comment, les règles du MMA et particulièrement à l'UFC ne sont pas favorables au judoka. Pas vraiment. Et puis en plus, bon, judo, généralement, ce qu'on cherche, c'est la projection, Ouais. ça s'arrête à ce niveau-là. Bon, les mecs qui font du judo ont aussi un bon niveau au sol, mais c'est pas, ils ont pas le même niveau, pas la même, le même polish, le même, le même développement dans le game. Ouais, Qu'un mec qui fait du jiu-jitsu brésilien ou qui fait du grappling c'est ça. vraiment spécialisé là-dedans. Donc c'est un sport qui est hybride d'une certaine manière parce que ça mêle lutte et grappling, enfin on va dire lutte debout et sol, on va dire. Donc c'est une certaine forme d'hybride, d'hybridation, je ne sais pas si ça se dit. Dégueulasse, dégueulasse. Bref, de métissage. Ouais. Et donc, c'est comme un hydravion. Un hydravion, c'est un mauvais avion et un mauvais bateau. Bah, là, c'est un peu ça. Tu vois, j'exagère, je force le trait. C'est pas ça que je suis en train de dire du judo, mais c'est que tu vas pas être le meilleur des grappleurs et tu vas pas être le meilleur des lutteurs. D'autant que Mm. contre des lutteurs qui travaillent sans le gi, par exemple, bah, tu vois, il y a tout un travail d'accrochage du gi que tu retrouves pas ensuite au MMA. Donc, il y a tout un format qui est très difficile à faire à transitionner, en fait, à Ouais. appliquer au MMA, c'est très compliqué. En revanche, je pense que comme tout sport de combat, il y a beaucoup de trucs que ça t'apprend en termes d'équilibre, en termes d'athlétisme, en termes de gestion de ton énergie en explosion et en tension, qui font que si tu cumules ça avec d'autres trucs, bah, ça peut te donner une carte en plus. Et on a alors il n'y a certes pas des champions de judo qui ont fait de très bonnes transitions en MMA, mais il y a d'excellents champions de MMA qui ont un passif au moins partiel en judo. Complètement. Khabib a fait du judo, Fedor a fait du judo. Donc c'est Mm. des gens et ça se sent. C'est pas un truc qu'ils ont fait quand ils étaient gosses. Tu sais, comme tout le monde fait du judo en France, un petit peu vite fait, genre judo garderie, quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont eu une carrière de judoka. Fedor, il était dans l'équipe nationale, il me semble, de judo. Enfin, donc c'est des mecs qui ça et ça se ressent. Il y a des moments, ils font des trucs. Ah bah euh, sur toutes les projections, c'est hyper c'est ça. important. C'est ça. Et tu vois, par exemple, la défense de Khabib, quand on essaie de. Alors, il y a peu de gens qui essaient de le faire maintenant, mais d'essayer d'amener au sol Khabib, parce que bon, c'est un peu. Tu te dis pourquoi faire. Pourquoi juste. Pourquoi? Mais il y a notamment Rafael dos Anjos, c'est l'image qui me vient en tête, qui à un moment donné essaye de l'amener au sol. Et le balayage extérieur que fait Khabib, ça sent, ça transpire le judo, quoi. Tu vois le truc, tu fais, ah ouais, d'accord, Mm. ça sent, on voit le passif. Donc, évidemment, c'est une arme très efficace, mais si tu viens que de ça, en fait, c'est même pas que la technique en soi est mauvaise, parce que je pense que la technique est bonne, c'est le format des règles Ouais, dans lesquelles tu t'entraînes. exactement. Et ça conditionne vraiment ta mentalité de combattant, en fait. Parce que tu vas te dire, comme tu disais, pendant 20 ans, tu vas suivre des règles où tu vas même pas envisager ailleurs, en fait, l'autre C'est possibilité. ça. Et en fait, ta machine interne, quand on va te dire, bah, tu as le droit de frapper, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de machin, même si tu sais que tu as le droit, bah, quand même, ton réflexe, c'est d'emprunter les routes que tu as empruntées pendant 20 ans. Donc, il y a plein de trucs que tu sais pas faire ou que tu vas avoir vraiment beaucoup de mal à faire. Et il n'y a pas que le judo qui est comme ça. En fait, tous les arts martiaux traditionnels, plus ou moins, ont le même problème, la même difficulté. Surtout ceux, je pense, alors moi, je pense que c'est encore plus difficile pour les arts martiaux traditionnels qui ont une application sportive. Ouais. Le judo, c'est un exemple. Moi, l'autre exemple qui me vient en tête, c'est le taekwondo, où en fait, on a un format de règles qui est tellement restreint et tellement spécifique Ouais. que si tu viens, moi, c'est pour ça que je pense que c'est très difficile pour, par exemple, un médaillé d'or olympique de taekwondo de faire la transition Ouais. direct en MMA. C'est impossible, c'est impensable. À moins que le mec, il ait fait de la boxe à côté, de la lutte à côté, enfin, qu'il ait vraiment un parcours spécial. Mais si enfin, tu vois, un mec qui serait médaillé d'or olympique de lutte, qui dise du jour au lendemain, je veux faire ma transition en MMA, on va dire, ah, ok, d'accord, c'est possible. Ça va être difficile, mais c'est possible. Un mec qui dit je suis médaillé d'or olympique de taekwondo, Ouais. qui veut faire sa transition, c'est très très compliqué parce que les règles en fait du taekwondo sont très restrictives, très très restrictives. Et
bien sûr, ça va te donner des points forts incroyables en termes de kicking, de jeu de coups de pied, tout ça. Tu vas avoir un avantage considérable sur des mecs qui n'auront pas le savoir-faire que tu auras développé. Mais sortir du cadre et vraiment du carcan en fait, des règles sportives appliquées à un art martial traditionnel qui est donc assez limité en soi, c'est un effort énorme, je pense. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est compliqué, quoi. Mais difficile. Et c'est vrai que de toute façon, non, à mon avis, ça va être intéressant de voir les 5, peut-être non, 10 prochaines années, de voir un peu ce qui va se passer en France. Parce que c'est vrai qu'à mon avis, la plupart des judokas auront cette perspective du MMA, tu vois, une fois qu'ils auront fait les Jeux Olympiques. Et on aura beaucoup plus de mecs qui feront, OK, la carrière full judo, mais à côté, commencer, tu vois, à s'entraîner en MMA pour qu'ensuite, à 30 ans, ils se disent, bon, bah, OK, là, je fais ma transition et qu'ils aient déjà tout ça en tête. Et là, je pense, à mon avis, ça va être très intéressant pour nous. Ouais, moi de toute façon, je prends ça. Je valide totalement parce que on en a déjà discuté dans notre précédent podcast, mais de dire ouais, cette technique-là, c'est de la merde, ça marche pas. Pour moi, c'est de la connerie, c'est de la foutaise, c'est être dogmatique en fait. Et les sports de combat, c'est du pragmatisme. C'est pas des règles, tu vois. C'est pas genre ça a jamais marché, donc ça marchera pas, quoi. Enfin, évidemment, il y a de manière empirique, on sait qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre quand tu combats debout, quand tu combats au sol, mais rien n'empêche d'exploiter ces erreurs pour avoir un style qui est efficace ensuite. Et donc, moi, je me dis, c'est génial que des mecs qui est genre tout un passif de judoka fassent la transition parce qu'ils vont apporter tout un sac de techniques un sac de techniques, bag of tricks, tout un passif, tout plein de techniques qu'on voit pas beaucoup. Tout un panel. Tout un panel, merci Maître Capello, de techniques qu'on voit pas. Et ça va innover le game, Et ça, moi, je suis preneur. Il y a plein de trucs qui sont sous-exploités encore. Parce que tu as plein de gens qui disent non, mais ça fonctionne pas, c'est de la merde. Tu vois, et ça, en fait, c'est des évolutions progressives. Parce que je suis désolé, mais il y a 10 ans, si des gens te disaient bah, tu peux mettre KO quelqu'un avec un coup de pied retourné, les gens ils t'auraient rigolé à la gueule, quoi. Ils t'auraient dit non, mais ça, c'est des trucs de kung-fu, ça marche pas, quoi. Alors que maintenant, aujourd'hui, c'est une technique qui est intégrée, les gens s'entraînent là-dedans et ça fait rougir personne et ça fait partie du game, quoi. Bah, moi, je suis persuadé qu'il y a plein de choses que font les judokas, notamment au sol, et notamment en termes de projection, de jeu dans le clinch, qui pour le moment sont sous-exploités parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de ce sport qui ont fait la transition. Mais dès qu'il va y avoir un afflux, et ce sera peut-être un afflux français, effectivement, et on peut l'espérer, bah, ça va apporter plein de perspectives et ça va enrichir le jeu. Donc moi, je suis preneur, j'achète. Polydomso achète. Eh bien, on va finir là-dessus sur ce qui va être l'un des sujets du prochain podcast avec le trio, on espère, si Rost revient parmi nous. Les gars, proposition de contenu Triple C. Présenter un combattant de légende ou combat de légende pour éduquer un peu. Ça en fait du contenu en attendant que tout redevienne normal. Alors ce sera évidemment pas du tout pour éduquer parce que nous n'avons pas cette ambition, et puis ce sera un petit peu présomptueux de notre part. Mais on va parler d'un combat de légende. On vous laisse faire vos pronostics. Mais ça tient à cœur. Ça tient à cœur de notre cher Polydomso et de Rust, hein, bien évidemment. Bien. Je vous dis on n'a pas fait les recommandations pour les, pour les amis. Mais oui, j'avais oublié ça. Mais oui, les fameuses recommandations de Polydomso à chaque podcast. Une petite recommandation. Ouais, alors du coup, j'en ai oublié ma reco. C'est terrible. Non, parce que moi, en fait, ce que j'aimerais faire, parce qu'on est en période où on a du temps devant nous. Période de disette, là. Oui. Période un peu spéciale et par solidarité, en fait, un peu pour l'auditoire La Sueur, c'est peut-être de donner un coup de projecteur sur certaines choses. La dernière fois, j'avais recommandé le combat de Masaki Nohiri contre Ilyas Boulaïd et j'avais recommandé le film Conan le Barbare de John Milius. Là, je vais recommander, alors comme ça, brut pour point, ce qui me vient en tête. Je crois que tu peux trouver sur YouTube, il me semble que tu peux trouver, en fait, il y a une chaîne, j'aimerais recommander la chaîne, il me semble que c'est BAM TV, mais je suis pas sûr, où en fait c'est un mec qui fait des highlights, mais des mecs qui viennent du full contact américain. Et c'est un style qu'on voit pas beaucoup, tu vois, un style de kickboxing où il n'y avait pas les low kicks, donc c'est terrible. Je voulais lui faire un shout out, mais je peux même pas parce que je n'ai pas le nom de son. Attends, je vérifie. Est-ce qu'on peut me donner 2 secondes que je vérifie que je fact-check ce que je suis en train d'annoncer? Oui, BAM TV, ça existe effectivement. Ouais, et donc il fait des super highlights, c'est très sympa. Et bon, les highlights, c'est marrant 5 minutes, mais ce qui est pas mal avec les highlights, c'est que ça peut
encouragé pour regarder la carrière de certains combattants. Ouais. Et pendant longtemps, et ça c'est un peu le problème de Joe Rogan et de Dana White, je les aime bien, mais je trouve qu'ils ont parfois les idées arrêtées sur certaines choses, et ils descendent à chaque fois le kickboxing américain en disant que c'est un kickboxing un peu foireux, qu'il n'y a pas les low kicks, donc les mecs sont pas très très bons et tout. Et effectivement, enlever les low kicks dans le kickboxing, ça restreint en fait les techniques et tout, mais ça permet de développer une certaine dextérité des jambes et un certain style de combat qui n'aurait pas été développé si tu avais introduit les low kicks. Et donc on a des combattants qui sont très agiles, très voltigeurs dans leur façon et qui ont une bonne boxe anglaise généralement. Donc c'est des combattants très intéressants, et notamment un mec qui s'appelle Peter Superfoot Cunningham, Peter Cunningham, qui est impressionnant. Et en fait c'est ces combats-là que je voudrais recommander. Le highlight de BAM TV vous en donnera un aperçu, mais en plus il a fait un combat contre un Thaï, je crois que c'est Changpyet Katsongrit, je crois que c'est ça, mais peut-être je me trompe. Et donc ça fait vraiment Street Fighter, parce qu'on a un mec qui vient du kickboxing américain, qui a une super anglaise, qui fait des coups de pied retournés, qui est ultra athlétique, contre vraiment un Thaï, mais à l'ancienne, quoi, genre Thaï du Raja, tu vois, et tout, qui fait le petit Waikru en début de combat. Donc franchement, ils se sont combattus 2 fois, je crois. Les 2 combats sont géniaux. Enfin, vraiment, c'est du très très haut niveau. Et c'est un choc de style. Alors, je crois que c'est Changpyet de Katsongri, peut-être je me trompe, peut-être c'est un autre Taille. Mais de toute façon, vous trouverez la vidéo assez facilement. Et donc, franchement, je vous recommande ces combats-là. C'est très très intéressant d'un point de vue de confrontation de style. Moi, ça me fascine. Donc, ça, c'est pour le combat. Et pour la chaîne, d'ailleurs, j'envoie un big up à BAM TV, du coup. Et pour le film, moi, je vais faire une recommandation. Alors, rien à voir avec le MMA, mais un petit lien sous-jacent avec le MMA. C'est Brawl in Cell Block 99. Ah, ben oui, on doit en parler depuis tellement longtemps. Je le recommande. Bon, alors, si vous aimez pas la violence cartoonesque et les films où ça parle beaucoup, parce qu'il y a un peu de ça aussi, bah, passez votre chemin, parce que soit ça va vous faire chier, soit vous allez trouver ça trop over the top. Mais si vous aimez les films un peu série B, un peu grindhouse, où tu as des longs discours avec des grosses punchlines et des scènes d'action avec de la violence, mais... Oui, ce n'est pas à regarder avec vos enfants. Si vous Ouais, avez non, des enfants. non, certes non, mais c'est cartoonesque tellement c'est violent. On a un Vince Vaughn qui est complètement à contre-emploi, Exactement. méconnaissable. Et alors, le lien sous-jacent avec le MMA, c'est qu'il y a un des bad guys, c'est Jay Yaron qui joue dedans. Donc, petit lien sous-jacent. Donc, je vous recommande le film. Moi, je trouve que c'est une énorme claque. Et puis même tous les films de Craig Zeller que nous adorons, bien évidemment. Et on a fait 3. Il est blacklisté malheureusement maintenant, alors que franchement... Ouais, un gros talent, c'est dommage. C'est dommage. de qualité. Bah ouais, non, complètement. Enfin, en tout cas, réussir à donner un bon rôle à Vince Vaughn, déjà, c'est suffisamment rare. Donc, non, et puis en plus, le mec fait sa musique tout seul, il écrit les dialogues, il fait la musique, il fait aussi la cuisine sur les tournages, enfin bref, non, mais et puis même à chaque film, c'est pour ça que il est à quoi? 3 films là, je crois. À chaque film, le premier c'était Kurt Russell dans un western complètement dingue. Là, c'est Vince Vaughn. Vince Vaughn. Troisième film, c'était notre cher, toujours Vince Vaughn avec Mel Gibson. Ouais. Et puis les 3 films, c'est des films qui n'ont rien à voir, mais exactement, chaque fois des styles différents. Premier western, deuxième c'est film dans une prison, quoi, et troisième c'est thriller, film de flic, quoi. Thriller flic. Et les 3 films sont des claques. Hein. Franchement, moi, j'avais pas été étonné comme ça par un mec depuis très longtemps. Donc, je vous recommande, si vous aimez bien ce genre de film un peu violent, un peu âpre, un peu film série B, mais dans le bon sens du terme, regardez-les et ne regardez pas de résumé avant, parce qu'une partie du plaisir, en fait, c'est pas c'est pas des films à twist, hein, c'est pas le connard qui te surprend derrière en disant ah t'as pas prévu qu'il y avait ça, non c'est pas ça, mais c'est juste qu'en fait on s'attend pas à ce type de film quand on les regarde. C'est des vraies expériences à chaque fois. Ouais, c'est clair. Donc petite reco. Oh là 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 là, il nous régale ce cher Polydomso, bien. Et puis voilà, ça permet d'ailleurs d'ouvrir même tout ça, parce que nous devons faire nos contenus aussi un petit peu justement culture. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas. Qui sait. Allez, mon cher Polydomso, à la prochaine. Soit.